procureur angolais a requis vendredi la condamnation du célèbre journaliste Rafael Marquez. Il est poursuivi pour avoir accusé un ancien haut magistrat de corruption dans une affaire immobilière. Les Pays-Bas se retirent de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali, MINUSMA. Objectif, intensifier leur contribution en Afghanistan. Ils en ont fait l'annonce vendredi. À Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique, le retour prévu de l'armée centrafricaine suscite l'espoir d'une reprise rapide des activités. La MINUSCA est fortement impliquée dans le processus. Voilà pour le sommaire de ce nouveau journal sur Sika. Bienvenue, bonjour. En Angola, un procureur a requis vendredi la condamnation du célèbre journaliste et défenseur des droits humains Rafael Marquez. Il est poursuivi pour avoir accusé un ancien haut magistrat de corruption dans une affaire immobilière. Les détails. Lors d'une audience devant un tribunal de Luanda, le représentant du ministère public, Pedro Pedernera, a estimé que le journaliste devait être déclaré coupable d'outrage à une autorité souveraine et d'insulte à l'autorité publique. Le verdict doit être rendu le 6 juillet prochain. Dans un article publié en 2016 sur son site d'information Maca Angola, Marquez avait mis en cause le procureur général de l'époque, João Maria de Souza, dans une transaction immobilière. Il est jugé avec une autre journaliste, Mariano Bras, qui avait reproduit l'article dans un hebdomadaire. Les deux accusés risquent une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement ferme. Le procureur exonère son ancien chef, le plaignant de corruption et blâme à la place des fonctionnaires locaux, a raillé le directeur de Maca Angola sur Twitter après l'audience. Opposant de longue date du régime angolais, Rafael Marquez, 46 ans, est un habitué des prétoires où il a régulièrement été jugé pour ses écrits. Il a notamment été condamné en 2015 à 6 mois de prison avec sursis pour dénonciation calomnieuse de 7 généraux de l'armée dans un livre accusant le régime de couvrir des violences contre les chercheurs de diamants. En septembre 2017, le général à la retraite João Lourenço a été élu président de l'Angola après 38 ans de pouvoir sans partage de José Eduardo Santos. Le nouveau chef d'État a promis d'être l'homme du miracle économique et de lutter contre la corruption dans ce pays, deuxième producteur d'or noir en Afrique, où plus de la moitié de la population vit avec moins de $2 par jour. Affaire passeport falsifié et refus de renouvellement par l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique, l'opposant congolais en exil Moïse Katumbi a accusé vendredi le régime du président Joseph Kabila d'instrumentaliser les services de l'État congolais. C'était après son interpellation à l'aéroport de la capitale belge. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Moïse Katumbi a été interpellé par la police de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem alors qu'il revenait d'un déplacement en Israël. À la base, un problème avec la page du passeport où figure son identité, visiblement rajoutée au document. Il a été demandé à l'opposant de régulariser sa situation. En attendant, lui a été délivré un laissez-passer provisoire de 15 jours. Moïse Katumbi a réagi à cette situation à travers un communiqué diffusé à Bruxelles. Dans ce dernier, il a dénoncé une instrumentalisation des institutions de l'État par le régime de Kinshasa et un acharnement continu du pouvoir contre sa personne. Selon lui, en effet, l'incident provient du fait que les passeports semi-biométriques tels que le sien ont été retirés du système par les autorités congolaises. Une demande de passeport biométrique introduite en bonne et due forme lui a été refusée par les autorités sans aucune raison valable. Le document semi-biométrique aurait ainsi été rejeté lors du contrôle à l'aéroport alors qu'il disposait de visas en cours de validité d'après le communiqué. Désormais, Katumbi dispose de 2 semaines pour régulariser sa situation auprès de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles. Mais il ne peut pas revenir en RDC sans risquer la prison en raison d'une condamnation dans une affaire immobilière dont il conteste le fondement.
La commission électorale zimbabwéenne ZEC annonce qu'un total de 23 candidatures est formellement enregistré à l'élection présidentielle du 30 juillet, dont celle du chef de l'État en exercice Emmerson Mnangagwa et de son rival de l'opposition Nelson Chamisa. La présidente de cette commission électorale zimbabwéenne était face à la presse. Suivons un extrait de ses propos. La commission électorale du Zimbabwe souhaite annoncer que la liste finale pour les élections harmonisées de 2018 est maintenant disponible. C'est en effet un moment historique pour la commission et pour tous les Zimbabwéens qui sont restés patients jusqu'à ce jour. Comme la plupart d'entre vous le savez déjà, 23 candidats à la présidence ont été désignés avec succès, dont 3 femmes et un indépendant. Nous avons d'anciens militaires dans nos listes et nous avons l'intention de les garder, à moins qu'on ne nous dise qu'ils sont toujours en service. Je l'annonçais en titre, les Pays-Bas ont annoncé vendredi le retrait de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali, MINUSMA, à laquelle ils participent depuis 2014. Objectif, intensifier leur contribution en Afghanistan. Plus de précisions à travers ce reportage. Les Pays-Bas mettront fin à leur contribution actuelle à la mission des Nations Unies au Mali le 1er mai 2019 afin d'intensifier la contribution néerlandaise à la mission de l'OTAN en Afghanistan, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué. Les troupes néerlandaises font partie de la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays de l'Afrique de l'Ouest depuis avril 2014. Les Pays-Bas y ont déployé jusqu'à 400 soldats. 4 hélicoptères d'attaque Apache et 3 hélicoptères de transport Chinook néerlandais ont été rapatriés en 2017. Près de 250 soldats néerlandais sont actuellement stationnés au Mali sur un total de plus de 15 000 membres de la MINUSMA, dont 12 000 militaires et 1 700 policiers. Pour rappel, la MINUSMA a été déployée en juillet 2013 dans la foulée d'une intervention militaire internationale contre des groupes djihadistes déclenchée en janvier 2013 et qui se poursuit actuellement. L'annonce du retrait des Pays-Bas de la mission au Mali intervient 2 jours après la publication d'un rapport très critique de la Cour des comptes qui fustige le ministère de la Défense, affirmant que les casques bleus néerlandais manquent d'équipement, d'entraînement et disposent de matériel défectueux. Une commission mise en place après la mort de 2 casques bleus néerlandais au Mali dans l'explosion accidentelle d'un mortier en 2016 avait accusé en janvier le ministère de la Défense d'exercer un contrôle insuffisant sur la sécurité au travail. L'incident avait mené à la démission de la ministre de la Défense Janine Anis en octobre 2017. Le marché central de Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique, entouré de vieilles maisons coloniales, est fermé depuis 1 an. Mais le retour prévu de l'armée centrafricaine dans la ville suscite l'espoir d'une reprise rapide des activités. La MINUSCA s'implique de façon active pour rendre la chose possible très rapidement. Reportage. Jour et nuit, on casse nos portes, on ramasse tout dans les boutiques. Présentement, même les tôles, certaines tôles sont enlevées. Si les forces armées centrafricaines arrivent, le marché va rouvrir, les choses vont s'améliorer, s'enthousiasme victorien, commerçant qui attend avec impatience ce retour prévu d'ici quelques semaines. Depuis plus d'1 an, Bangassou est régulièrement secoué par des vagues de violence qui paralysent l'activité économique. Tour à tour, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et son représentant Bangui y sont venus apporter message de solidarité et de paix. Ces forces sont déployées ici pour travailler la main dans la main avec la MINUSCA et pour être une force impartiale qui aidera justement à lutter contre l'impunité et la criminalité qui a malheureusement affecté sérieusement les populations de la ville de Bangassou. Je comprends les craintes d'une partie de la population compte tenu malheureusement de l'histoire un peu tumultueuse de cette institution que sont les forces de défense centrafricaines. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons, et c'est la bonne nouvelle, ces FACA sont des FACA nouveaux. En mai 2017, un groupe armé anti-Balaka avait attaqué la ville, faisant 76 morts selon l'ONU. Bangassou vit depuis, sous leur coupe, au rythme des violences, des caprices de la soldatesque
et des rivalités entre chefs. Seule force d'interposition présente, la MINUSCA tente de protéger quelques 1500 déplacés musulmans reclus dans un séminaire catholique. Ils sont menacés en permanence par les anti-Balaka qui les accusent de connivence avec les groupes armés à dominante musulmane de l'ex-rébellion de la Séléka. L'avenir va nous dire ce qui va se passer. S'ils sont venus et qu'ils ont dit qu'ils ont changé, ça nous fera plaisir de les accompagner et de changer notre mentalité que non, ce n'est pas ces gens qu'on pensait hier. Les quelques 3000 soldats de l'armée centrafricaine sont formés depuis 2016 par l'Union européenne et, plus récemment, par des Russes. Depuis la fin de l'entraînement du premier bataillon en 2017, certains d'entre eux ont déjà été déployés à Pawa, au nord-ouest du pays, à Obo, à l'extrême sud du pays, et à Sibut, au centre. Hors du continent africain, élection présidentielle du 1er juillet au Mexique, Andrés Manuel López Obrador, grand favori de ce scrutin, se veut le chantre de la lutte anti-corruption. Le 1er juillet approche à grands pas au Mexique et les préparatifs de la présidentielle vont bon train. Vétéran de la gauche, briguant pour la 3e fois à la présidence, Andrés Manuel López Obrador a axé sa campagne sur le combat contre la corruption, ce qui lui vaut l'image d'honnête homme pour ses sympathisants, mais de démagogue autoritaire pour ses détracteurs. Dans sa politique, l'homme montre sa détermination à prioriser les pauvres. Pour le candidat âgé de 64 ans, c'est l'énorme malhonnêteté de la période néolibérale qui est la cause de tous les maux de l'économie mexicaine. Il est persuadé qu'en éradiquant la corruption, l'État récupérerait plus de 26,6 milliards de dollars par an pour financer des programmes sociaux et de grands investissements publics. Il compte lancer un plan inspiré de la période de 1950 à 1970 au Mexique, marqué par une croissance élevée, mais une main de fer économique. Mais ses opposants craignent que cela mène le pays à une crise similaire à celle du Venezuela. Le plus grand obstacle, selon les experts, est avant tout son scepticisme bien connu envers les investissements privés. Pilier de son programme, augmenter l'investissement public à un plancher historique de 3% du PIB, afin de financer notamment un plan pour l'emploi des jeunes et de grands chantiers. Mais pour stimuler la croissance, il devra bien s'associer au privé, malgré leurs relations difficiles. La grève dans les chemins de fer se poursuivra en juillet, au-delà du calendrier initial. C'est ce qu'a annoncé un syndicat de cheminots français vendredi, malgré l'adoption définitive la veille de la réforme ferroviaire par le Parlement. Les images. Entamée en avril à l'appel des 4 syndicats de la SNCF, la grève des cheminots en France devrait se dérouler jusqu'au 28 juin, selon le calendrier initial fixé par l'intersyndicale. Mais le Parlement a définitivement voté jeudi le projet de loi qui prévoit de transformer la SNCF en société anonyme, de fixer le calendrier de l'ouverture à la concurrence prévue au niveau européen et de supprimer l'embauche au statut de cheminot. Cette réforme voulue par le président Emmanuel Macron bénéficie du soutien de l'opinion publique, mais a provoqué une levée de boucliers des syndicats qui craignent notamment une privatisation à terme de l'entreprise publique, ce que nie le gouvernement. La CGT, un des 4 syndicats de la SNCF, a décidé de poursuivre malgré le vote le mouvement de débrayage le mois prochain, estimant que le gouvernement souhaite passer en force. Les 3 autres syndicats de cheminots représentatifs, UNSA, CFDT et Sudrail, ont tous déploré une décision unilatérale de la CGT. Et voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.